Ok, je vais aussi te partager le truc comme ça, tu seras co-host. Ok. Ok, donc bonsoir à tous. Un moment, je partage mon écran. Dites-moi si vous parvenez à voir mon écran. Oui, oui, très bien. Ok, c'est parfait. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous avons un peu repassé les listes et les dictionnaires avec des tuples. Bon, là, il y a des exercices. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'on l'a fait plutôt pas mal. Mais le plus important, c'est que nous avons commencé à travailler sur les boucles et les conditions. Et en fait, ce sont des éléments hyper importants en programmation. Et comme je disais plus tôt, ce qu'on est en train de voir dans cette formation, ce sont des principes de base de la programmation que vous allez retrouver partout. En fait, peu importe le problème, peu importe le type de problème que vous rencontrez, ce sont les mêmes outils que que vous allez utiliser, mais ces outils seront adaptés à un problème différent. Donc, ça peut sembler complexe dans un premier temps, mais plus on le fait, plus on s'habitue à ça. Je me rappelle, quand j'ai commencé ma formation en informatique, la seule chose que je savais faire, c'était aller imprimer les photos de mes beaux-frères pour montrer à la mère. Déjà, quand ma sœur veut se marier, la mère dit, va imprimer la photo. C'est le seul truc que je savais faire, mais à force de persévérer, je me rends compte que c'est assez intuitif, quoi. C'est assez intuitif, comme vous le verrez. Du coup, en revenant sur ce cours, en parlant des boucles, nous avons dit qu'il existe deux types de boucles en Python. La boucle for et la boucle while. Quelle est la différence? Quelles sont les différences entre ces deux boucles? C'est que dans le cas de la boucle for, on connaît par avance le nombre de fois qu'on va itérer sur certaines instructions. Et ça ressemble un peu à ceci. For une valeur in, un ensemble de valeurs, faire une série d'instructions. Juste pour vous donner un exemple, là, nous avons une liste de valeurs sur lesquelles nous voudrons itérer pour afficher le nom de ville. Là, nous avons une liste de villes. On voudrait itérer sur cette liste pour afficher les noms de villes. Du coup, on va faire for x in ville. Et à chaque fois, la boucle va d'abord venir récupérer Kinshasa stocké dans la variable x, l'afficher là. Ensuite, récupérer Londres stocké dans la variable x, l'afficher. Ensuite, récupérer Yaoundé stocké dans la variable x, l'afficher. Et après, Paris. C'est un peu comme ça que fonctionne la boucle for. Et comme vous voyez, c'est assez simple en fait. Vous avez une série d'éléments sur laquelle vous voulez itérer. Vous récupérez à chaque fois un élément de cette série et vous effectuez une opération. Dans ce cas, mon opération, c'est juste afficher cet élément. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez quelconque question. Un autre moyen d'itérer sur une liste, c'est en itérant par la position. Si vous vous rappelez bien, quand on a vu les listes, on a dit que pour accéder à une liste, on peut se servir de son index, de sa position. Par exemple, si on voudrait accéder à Londres, Londres est à la position 1 de ville. Du coup, là, on a ville 1 égale Londres. Du coup, un autre moyen d'itérer dans des listes, c'est d'itérer par les index, par les positions. Et c'est le rôle de cette fonction range. En fait, la fonction range, si je fais range 6, comme vous voyez, la fonction range permet de générer une série de nombres consécutifs allant d'une certaine valeur à une autre valeur. Dans ce cas, de 0 à la valeur max moins 1. Quand je fais range 6, ça va me générer 0, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Ceci, hop.
range 6. Et ouais, ceci, juste une question. Selon vous, que va m'afficher range du 10? Selon vous, une idée? Donc, une liste qui va de 0 jusqu'à 10. Non, non, une liste qui va de 0 à 9. À 9, effectivement, parce que ça s'arrête à l'indice, au dernier indice, moins 1. Et un autre cas, si on ne voudrait pas commencer forcément à partir de 0, on peut spécifier par où on voudrait commencer. Si je fais range 2, 10, ça m'affiche une liste qui va de 2 à 9, par exemple. Donc, c'est un peu comme ça qu'on joue avec range. Et l'importance de range est que ça nous permet d'obtenir les index pour itérer dans une liste. Si on revient à notre exemple de ville, pour avoir la taille de la ville, on se sert de la fonction len. Len de la ville, ça nous retourne la taille de la ville. Du coup, ici, si je fais print taille de ville, taille de ville égale 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, ce range 4, je vais le faire, je l'affiche même ici, print liste des index. Bon, ça, je prépare, ouais, c'est bien ce que je pensais parce que range, c'est un peu ce qu'on appelle lazy, mais bon, c'est pas important de retenir. C'est juste, vous allez voir, quand je vais vouloir afficher range, je fais ceci, mais je mets liste avant d'afficher range. Mais bon, c'est pas si important. Donc, vous voyez, parce que la taille de ville est 4, le range va donc aller de 0 à 3. Ce qui fait que à ce niveau, quand je voudrais afficher la liste des villes, I va d'abord prendre la valeur 0. Du coup, là, ça va m'afficher ville de 0 qui est Kinshasa. Ensuite, I prend la valeur 1. Ça m'affiche ville de 1 qui est Londres. C'est un peu comme ça que fonctionnent les boucles for. Bon, là, c'est un peu ce que j'expliquais par rapport au range. Et là, ouais, ça c'est toujours ce que j'expliquais par rapport au range. Et ici, nous avons un exemple. En tout cas, je ne vais pas vous montrer l'exemple, on va le faire ensemble, comme ça va permettre de bien résumer, de bien réviser en fait. Ici, on a un exemple de produit A fois B. On sait que A fois B, si A égale 5, B égale 7, le résultat final nous donne 35. Mais on sait également que ce produit se calcule de cette manière. 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. En fait, on additionne 7 5 fois. Un moment, je fais produit. Du coup, print résultat. Donc, là, vous voyez, quand je fais le produit entre deux valeurs, c'est juste que j'additionne une valeur, le nombre de fois, un nombre de fois égal à l'autre valeur. Du coup, si vous le constatez, ces additions sont répétées, ça fait beaucoup d'opérations. Or, la boucle for permet justement de répéter plusieurs opérations. Donc, si on voudrait le faire avec une boucle for, je vais me laisser des vides. Vous allez me dire par quoi est-ce qu'on remplace les vides. D'abord, là, on met produit initialement égale 0. Je mets produit V3. Je ne mets même pas 0. Vous allez me dire ce qu'on met là. Vous avez déjà vu. Ici. Du coup, bon, là, j'ai déjà dit 0 parce que vous avez vu. Ici, selon vous, si je veux faire cette fois-ci, en fait, si j'ai envie de faire ce calcul, je le remets là. Quelle est la valeur que je vais mettre là? Déjà, ici, c'est l'ensemble des valeurs sur lesquelles je voudrais itérer. Selon vous, qu'est-ce que je peux mettre là? Pour vous aider,
ici, je dois mettre le nombre de fois, le nombre d'itérations que j'aimerais avoir. Une idée? Excusez Cédric, on part dans l'hypothèse que A égale à 5, que B égale à 7. Oui, oui, en fait, normalement, dans n'importe quel ordre, ça devrait marcher, en fait. Vous pouvez choisir d'utiliser A ou d'utiliser B, mais bon, faisons comme ça, je mets A égale à 5, B égale à 6, par exemple. Mais vous pouvez prendre n'importe quel nombre. OK. Ouais. Du coup, ici, pour vous aider, on fera un range. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Range, range 5. Range de A, par exemple, parce qu'ici, on met directement range de la variable vu que A contient la valeur 5. Oui, range A. Donc ici, nous aurons for 6. Pas, For B in range A. pas exactement. Disons, allons pas à pas, en fait. Je vous montre un truc. Normalement, ici, on doit mettre une variable temporaire dans laquelle on va garder des valeurs, appelons-la peut-être, je ne sais pas, appelons-la peut-être I. Déjà, si on y va étape par étape, si j'essaye d'afficher range A pour qu'on voit ce que ça donne. Et bon, ici, je vais juste faire ça. Vous voyez, range A égale à... Un moment, oh, désolé. Ici. Ouais, range A va être égal à 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, ce qu'on veut, comme vous avez vu ici, pour faire le produit, c'est 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. Donc, cette liste 0, 1, 2, 3, 4 nous permet en quelque sorte de répéter une opération plusieurs fois. Et l'opération qu'on voudrait répéter ici, c'est l'addition normalement, parce que ce qu'on voudrait avoir, obtenir à la fin, c'est ceci. Comme on a dit, range A, c'est 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. Donc, c'est ça qu'on aimerait obtenir. Du coup, ce range nous permet de répéter plusieurs fois la même opération. Ce qui fait donc que ici, à ce niveau-ci, c'est cette opération que l'on devrait répéter. Je ne sais pas si vous voyez un peu, parce qu'à la première itération, on aura 6. La deuxième itération, on aura ceci. Troisième itération, ceci. Quatrième itération, ceci. Et cinquième itération, ceci. Donc, ce sera quelque chose du genre 3 plus B. Je vous explique. Déjà, est-ce que vous avez compris ceci? Moi, non. Je vais vous expliquer. J'explique là tout de suite. Vous expliquer, ce serait bien que ce soit visuel. Du coup, on affiche la valeur de produit et trop au début. Ensuite, j'affiche la valeur de I. Et je fais même ceci, je vais faire ceci. Je vais simuler l'opération là pour que vous puissiez voir B. Je fais itération. Ça, c'est juste pour afficher correctement. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ce range ici.
qui est en quelque sorte le nombre de fois qu'on va itérer. Vous voyez, I va à chaque fois, I est prélevé de range. Du coup, vous voyez, I sera égal à 0, I égale à 1, I égale à 2, I égale à 3, I égale à 4, et après, ça s'arrête. Maintenant, ce qu'on voulait faire, on voulait faire 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. Vous voyez ici, à chaque fois, on a plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. En gros, on a plus 6, combien de fois? 5 fois, n'est-ce pas? Et 5 fois, ça correspond bien à. Maintenant, là, jusqu'à présent, est-ce que vous comprenez que là, on a cette opération 5 fois? C'est bon jusqu'à présent? Oui, oui, c'est bon. Oui. Si je comprends bien, I représente le nombre de fois que 6 doit être ajouté. Oui, exactement. Il représente ce nombre de fois. C'est pour ça que on va itérer plusieurs fois. Et à chaque fois, on ajoute 6. À chaque fois, nous ajoutons 6. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce produit 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voudrait sommer 6 plusieurs fois. Il y a ce qu'on appelle en programmation l'élément nul. L'élément nul, c'est l'élément qui permet d'avoir une opération neutre. Par exemple, si je fais 10 plus 0, c'est tout égal à 10. Ça ne change pas. Ce qui fait que quand on fait des additions, l'élément nul, c'est 0. Or, quand on fait la multiplication, par exemple, 10 fois combien égale à 10? Fois 1. Voilà, l'élément nul, c'est 1. Ici, qu'est-ce qui se passe donc? Je dois faire une somme et à chaque fois, je prends produit que j'avais au départ initialement et j'ajoute la valeur de B. Je mets ici, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça pour que vous voyez bien. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Ouais, laissons comme ça. Du coup, en fait, c'est pour ça que produit, quand je l'initialise, je dis qu'il est égal à 0. Pardon? Ah, ok, je crois qu'il y avait une question. Donc, en fait, produit 3, quand je l'initialise, je dis qu'il est égal à 0. Maintenant, quand je suis dans ma boucle, ce que je fais, c'est que je prends la valeur précédente de produit 3, qui valait 0, j'ajoute 6. Ça me donne 6 comme résultat. Donc, quand i égale à 0, produit 3 va être égal à sa valeur précédente plus 6. Ça devient 6. Donc, à chaque itération, valeur précédente de produit 3, on ajoute B et on écrase la valeur de produit 3. En fait, on la remplace par son ancienne valeur plus B. Donc, son ancienne valeur était 0. On ajoute 6. On remplace par ça, ça devient 6. Après, quand on va à la prochaine itération, l'ancienne valeur qui était 6, on rajoute 6. Et là, ça fait 12. Puis à la troisième itération, l'ancienne valeur de produit 3 était 12. On rajoute 6. On met là, ça fait cette valeur vaut maintenant 18. Quand on vient là, cette valeur-là qui valait 18, on rajoute 6. On met là, ça fait qu'elle vaut 24. Ici, on prend cette valeur qui vaut 24. On rajoute 6. On met là, ça fait qu'au final, on a un produit 330, quoi. Vous voyez un peu? C'est qu'à chaque fois, on remplace une valeur Oui, par cette oui, même valeur. permettez, Pardon? Cédric. Le Oui, B ici, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je m'attendais de voir I à la place de B, comme ce voilà. sont des I qui varient dans cet intervalle-là. Très bonne question, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce ici, en fait, en gros, en théorie, ce i est inutile. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voudrait, c'est juste faire cette opération 5 fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la boucle for, on a besoin d'itérer un nombre de fois prédéfini. Pour faire la boucle for, il faut savoir à l'avance combien de fois on voudrait itérer. Et on sait qu'on veut itérer 5 fois. Maintenant,
pour pouvoir itérer 5 fois, la boucle for fournit ce moyen-ci en utilisant range A. En théorie, les valeurs contenues dans range A ne comptent pas, n'ont pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est le nombre de fois que range A va te retourner une valeur. En fait, c'est ça le principe de la boucle, en fait. Tu as besoin de quelque chose qui va te permettre d'itérer. Et ce qui nous permet d'itérer, c'est ce range A. Ce range A va juste nous retourner une liste de taille égale à 5. Et parce qu'elle nous retourne une liste de taille égale à 5, la boucle for va exécuter les instructions 5 fois. Et c'est ce qu'on veut en fait. Ce qui fait que cette valeur-ci, I, elle ne nous sert pas à grand-chose en fait. En faisant juste comme ça, on aurait eu le résultat. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, c'est clair. Et là, c'est comme ça que ça fonctionne pour la boucle for. Avant d'aller sur un autre exemple, bon, ouais, c'était exactement ce que j'expliquais ici. Je vous montre maintenant pour le cas de la boucle while. La boucle while, elle est un peu différente. Pourquoi? Parce que la boucle while, tu n'as pas besoin de savoir à l'avance combien de fois tu vas itérer. Maintenant, en fait, quand on travaille dans des boucles, on a besoin de s'arrêter un moment. Sinon, on aurait une boucle infinie qui va faire crasher notre machine. Ce qui fait que ces conditions-ci sont très importantes. Dans le cas de la boucle for, c'était le nombre d'itérations. Dans le cas de la boucle while, c'est maintenant une condition qui doit toujours être respectée. Dès que la condition n'est plus respectée, ça s'arrête. Donc, voici encore un autre exemple où j'ai ces villes et que je voudrais afficher le contenu de ces villes-là. Maintenant, un exemple de condition dans ce cas, c'est quoi? C'est que on a la taille de cette liste. Cette taille, elle est égale à 4. Donc, on sait que la boucle while ne doit pas itérer plus de 4 fois. Et maintenant, cette valeur 4 qui est égale à la taille de cette liste, on doit la transformer en condition. Et comment faire pour la transformer en condition? On va faire plus ou moins comme on a fait au départ. On crée une variable i. En fait, ce que vous montre là, c'est pratiquement utilisé partout. Du coup, vous verrez ça facile. Vous verrez ça partout, en fait, c'est le même principe. On crée une valeur i. On dit qu'elle est égale à 0. Et là, dans notre boucle while, dès que i sera égal à 4, on arrête tout. Ce qui fait donc que ici, je vais mettre i égale pour vous montrer ce qui se passe. Ici, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on effectue l'instruction qu'on voudrait effectuer, dans ce cas, c'est juste afficher le nom de la ville. On ajoute 1 à la valeur de i. Vous voyez, au départ, on avait dit i égale à 0. C'est ici, i égale à 0. Pour i égale à 0, on a Kinshasa. Après, on fait i qui est égal à 0, on rajoute 1. Ça fait donc que cette valeur de i égale 1. On vient là. Est-ce que 1 est inférieur à 4? Oui. Bon, moi, j'affiche ici print taille de la liste. Voilà, la taille de la liste, c'est 4. Donc, quand i égale à 1, est-ce que 1 est inférieur à 4? Oui. Du coup, on vient, on affiche ville de 1, qui est Londres. Et maintenant, i qui est égal à 1, on rajoute 1. Ça fait donc la somme égale 2. On revient là. Est-ce que 2 est inférieur à 4? Oui. On affiche la ville en position de Yaoundé. Quand on affiche Yaoundé, on vient à i qui est égal à 2, on rajoute 1. Ça fait 3. On vient. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 4? Est inférieur à 4? Oui. Ville de 3. En position 3, en fait, on a Paris, vu que c'est position 0, 1, 2 et 3. On affiche Paris. Après, on vient là. I est donc égal à i qui était 3 plus 1, qui font 4. Ça fait donc maintenant, est-ce que 4
est inférieur à 4. Non, parce que 4 égale 4. Et là, ça s'arrête. C'est pour ça que vous ne voyez pas d'autres itérations. Et une autre manière de faire, si on ne veut pas commencer par 0, on peut commencer par 1. Mais ici, on doit faire inférieur ou égal. J'ai commencé par 0 parce que, comme vous connaissez, les listes commencent par l'indice 0. C'est pour ça que j'ai initialisé i par la valeur 0 pour que ça corresponde à la position dans la liste. Mais par contre, si je commence par la valeur 0, ça veut dire que je dois m'arrêter à la valeur n-1 parce que cette entrée-ci, c'est la position 3. C'est pour ça qu'ici, on s'arrête à la position 3 qui équivaut à Paris. Là, c'est clair. Oui. Du coup, En fait, oui. Cédric, Mhm. ici, auparavant, il faut d'abord afficher la taille de la liste avant de poser la condition. Est-ce que c'est important d'afficher la taille de la liste avant de poser la condition? C'est-à-dire que est-ce que c'était important de faire, par exemple, print F taille de la liste ici, c'était important, ou bien on peut directement poser la condition i égale à 0, on continue et ça donne. Oui, on peut poser la condition. En fait, c'est moi. Non, ça, c'est strictement inférieur. J'ai juste affiché pour vous montrer, mais on peut juste poser la condition et ça passe, quoi. Ok, ça va, on peut avancer. Après, ici, ça, c'est le même exemple du produit qu'on avait au départ. A égale à 5, B égale à 6. Donc là, c'est l'exemple du produit qu'on avait au départ. Là, au moment, je vais juste l'afficher. Je vais juste copier-coller en bas pour que vous puissiez juste voir un peu les similitudes. Donc là, on a, je pense que c'était 5 fois 7. On veut faire 5 fois 7 en se servant de la boucle while. Comme j'ai dit, ici, on doit toujours trouver la condition. Et la condition, c'est de pouvoir faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 7 fois. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est ce qu'on devrait faire. On doit faire cette opération 7 fois. Si on doit faire cette opération 7 fois, ça veut dire que le nombre d'itérations ne doit pas dépasser 7. C'est notre condition. Et là, on fait le même principe. On se sert du même principe. On prend une valeur i. On dit qu'elle est égale à 0. Et tant que ce i sera inférieur à b qui vaut 7, on continue à faire la somme. Ce qui fait donc que la première fois, je vais vous le faire de manière itérative. En fait, je vais essayer d'afficher en détail pour que vous voyez comment ça marche. En gros, la première fois, on a dit produit, ce produit égal à 0. Maintenant, dans ce cas-ci, vous voyez que la première fois, bon, je fais plutôt là en haut, c'est pas grave, voilà, comme ça. La première fois, produit qui est égal à 0 va être égal à 0 plus A qui est 5, ça donne 5. Ensuite, quand on passe à la deuxième fois, le produit est égal à 5 plus A qui vaut 5, ça donne 10. La prochaine fois, produit qui est égal à 10 plus A qui vaut 5, ça donne 15. La fois qui suit, produit qui est égal à 15 plus A, ça donne 20, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez un peu le même principe, la même logique. La seule différence, c'est que ici, on doit fixer la condition. La condition nous dit quand est-ce qu'on doit s'arrêter, alors que dans le cas de for, on doit se promener dans une liste et s'arrêter à la dernière valeur de la liste. Donc ici, c'est se promener dans une liste, alors que là, c'est effectuer ces opérations tant que la condition est respectée. Là, c'est bon, vous avez des questions?
OK, j'essaie d'avancer. Explique les conditions if-else et après, pendant cette session, peut-être, on va faire beaucoup d'exercices pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, if-else, qui est familier avec les conditions if-else? Est-ce qu'il y en a qui sont familiers? OK, je vais donc vite là-dessus. Du coup, les conditions if-else permettent d'exécuter des opérations selon certaines conditions, selon certains critères. Quand on n'a que deux conditions, la condition principale et la condition alternative, on peut dire, quand on a deux instructions qu'on voudrait exécuter en fonction des conditions différentes, on peut dire, si la première condition est vérifiée, effectuer cette opération. Si elle n'est pas vérifiée, faire autre chose. Comme ici, nous supposons que nous avons une valeur A qui est égale à 3. On dit si A est supérieur à 5, afficher valeur supérieure à 5. Si elle est inférieure à 5, afficher valeur inférieure à 5. Dans ce cas, comme A vaut 3, ça va dire valeur inférieure à 5. Mais si on met A égale à 10, ça va dire valeur supérieure à 5. Donc, ici, en fonction de la condition que l'on a là, on va exécuter l'instruction qui se trouve dans le if ou bien l'instruction qui va dans le else. Mais il se peut qu'on ait plusieurs conditions, comme dans le cas de cet exemple. Nous avons un détecteur de vitesse. Et le détecteur de vitesse, généralement, demande à ce qu'on circule peut-être en zone rurale à une vitesse inférieure à 50 km/h. Du coup, un bon conducteur circule à 30 km/h. Là, c'est cette condition qui est vérifiée. La vitesse est inférieure à 50. Le détecteur de vitesse va afficher bonne vitesse, continue ainsi. Par contre, si le conducteur passe la barre des 50 et roule à 51 km/h, c'est plutôt cette condition qui est vérifiée. Du coup, parce que cette condition est vérifiée, ça va dire vous roulez trop vite, veuillez ralentir. Maintenant, si on a un conducteur qui dérange vraiment et qui va, par exemple, à 110 km/h, cette condition ne sera pas vérifiée parce que 110 est supérieur à 50. Cette autre condition ne va pas être vérifiée parce que 110 est déjà supérieur à 70. Du coup, c'est là qu'on sera et ça dit vous êtes en danger. C'est un peu comme ça que fonctionnent les boucles if-else. Et on peut avoir beaucoup de else. Je pourrais même ajouter une autre condition qui dit ici, si la vitesse est supérieure ou égale à 70 et inférieure à 120, là, vous roulez trop vite, vous vous approchez de la zone de danger. Du coup, ce 110 avant qui disait vous êtes en danger, va dire vous roulez trop vite, vous approchez la zone de danger. Ce n'est que si quelqu'un roule à 130 km/h qui va dire vous êtes en danger. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment fonctionnent les if-else. C'est bon? Oui, ici c'est clair. D'accord. Là, je vais donner quelques exercices à faire. Là, on va faire un truc. Ici, je l'avais donné sous forme de liste, sous forme de dictionnaire, mais je pense qu'on va plutôt faire avec des listes. Ce sera un peu plus simple. On va faire un exercice en mixant un peu les boucles for et les conditions, les if-else. Supposons que là, qu'on ait une liste de transactions ici, où on a le salaire, les montants qu'on reçoit des tontines, le loyer qu'on paye, des cadeaux qu'on reçoit, les montants qu'on reçoit de nos commerces. En fait, les dépenses sont des valeurs négatives et les entrées sont des valeurs positives. Du coup, on demande d'écrire un programme en Python qui va parcourir la liste de ces activités et s'arrêter
lorsqu'un débit est trouvé. En fait, en théorie, cette liste devrait s'arrêter sur cette valeur. Pour rendre l'exercice plus simple, on va d'abord commencer par des listes, en fait. On va le faire ensemble. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Déjà, vous avez bien compris le but de cet exercice? Oui, c'est clair. D'accord. OK. Voici notre liste avec les différents montants. Ce qu'on voudrait, c'est parcourir cette liste, afficher les prix, afficher les montants et s'arrêter lorsqu'un débit, lorsqu'on rencontre un débit. Si c'est qu'on doit s'arrêter lorsqu'on rencontre un débit, ça veut dire que la liste doit afficher 2125 et on doit s'arrêter ici à moins 400. Maintenant, en théorie, on sait que moins 400 est à la position 2 parce que là, ça fait position 0, position 1, position 2. Mais on le sait parce qu'on a vu. Mais il se peut peut-être que dans un de vos travaux, vous écriviez un programme qui va directement automatiquement aller aspirer ces informations de votre compte en banque pour pouvoir faire cette opération. Et dans ce cas, vous n'avez aucun moyen de savoir à quel moment vous allez trouver un montant négatif. Du coup, ici, on est d'accord que dès à présent, déjà juste une question, est-ce qu'on sait ou pas à l'avance à quel moment on doit s'arrêter? C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on sait exactement à quelle position, le numéro de la position où on doit s'arrêter? En supposant que je ne vous montre pas le contenu de la liste. Si vous ne connaissez pas le contenu de la liste, en regardant juste l'énoncé de l'exercice, est-ce que vous savez a priori quelle sera la position du premier débit? Si on vous demande l'indice du premier débit, est-ce que vous serez capable de dire sans avoir vu les transactions? Premier débit. Oui, de la première valeur négative. Comment on veut s'arrêter lorsqu'on va trouver la première valeur négative dans notre compte? Supposons que c'est cette liste et que c'est quelque chose qu'on aspire de votre compte en banque. Sans avoir vu la liste, est-ce que vous êtes capable de savoir que le premier débit sera en position 8, par exemple? Est-ce que vous avez cette possibilité? En théorie, la réponse là, normalement, c'est non, parce qu'en Non, théorie, si on ne vous a pas dit que le débit est la première valeur négative est à cette position, vous ne pouvez pas savoir. Ce qui fait que dans ce cas, on ne peut pas utiliser une boucle for, parce que si vous vous rappelez, pour la boucle for, si je retourne là, on doit savoir à l'avance où est-ce qu'on doit s'arrêter, parce que la boucle for doit savoir sur combien de valeurs je dois itérer en fait, jusqu'où je dois aller. Or, c'est dans la boucle while qu'on a la main sur notre condition d'arrêt, parce que la boucle while dit, OK, je me promène dans la liste jusqu'à ce que je trouve tel truc. OK? Là, c'est bon. Oui. Donc, dans ce cas-ci, déjà, on doit utiliser une boucle while. Je vais mettre là en commentaire. Boucle while. Donc, le while ici, ce sera quand ce sera négatif, tu t'arrêtes, c'est ça? Oui, ou bien, tant que c'est positif, Positif, tu continues. Oui, oui. oui. Et ça, c'est même un bon point. Juste pour rappel, en fait, les boucles for, généralement, sont traduites pour x allant de... Bon, pour Voilà. x appartenant, là, normalement, c'est de A à B.
Mais on peut dire pour x appartenant à la liste, pour x appartenant à l'ensemble grand X, et à ceci. Ça, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer les boucles for. Par contre, les boucles while, c'est tant que je fais la condition vérifiée, fais ceci. Dans la boucle while, tant qu'une condition est vérifiée, il faut le faire. Pourtant, la boucle for, c'est pour x appartenant à un ensemble grand X, fais ceci. Maintenant, comme vous voyez, on sait exactement à l'avance jusqu'où on doit s'arrêter dans la boucle for. Mais dans la boucle while, c'est que j'avance tant que ma condition est vérifiée et je m'arrête seulement quand ce n'est plus le cas. Du coup, si on revient ici, j'ai dit boucle while parce que nous ne savons pas à l'avance on doit s'arrêter. En parenthèse, besoin de voir la liste pour cela. Parce qu'on ne sait pas à l'avance où on doit s'arrêter, ça veut dire qu'on aura un truc while, on a des conditions, 2 points. Et aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire, si vous voyez la syntaxe de tous ces trucs if, else, while, vous allez voir, dans la boucle for, on a ceci, après on a un 2 points à la fin. Et l'opération qui est en bas, il y a une tabulation, il y a 4 espaces ici. C'est la syntaxe Python en fait. Quand une série d'opérations appartiennent à un bloc, on doit mettre ces 4 espaces, genre 1, 2, 3, 4, pour pouvoir les décaler. Indentation. Indentation, effectivement, avec les 2 points là. Et c'est pareil pour le while. 1, 2, 3, 4. Et même pour les boucles if. Ici, 1, 2, 3, 4. Pour les conditions if-else. Ça s'appelle les indentations, effectivement. Du coup, ce qu'on a dit dans un premier temps, on sait qu'on doit afficher certaines valeurs. Maintenant, quelle est notre condition d'arrêt? On a dit de s'arrêter lorsqu'un débit est trouvé, lorsqu'une valeur négative. Je vais mettre lorsqu'une valeur négative est trouvée. Maintenant, on sait qu'on doit s'arrêter lorsqu'une valeur négative est trouvée. Comment est-ce qu'on va faire? Moi, je réfléchis à la meilleure solution. Après, si vous avez des idées, vous proposez. Ça. Simplement, je fais juste un truc un peu rapide comme ça, mais et tant que transaction est supérieure à 0, print. En fait, là, est-ce que quelqu'un comprend ceci? Oui, moi, je comprends. Du coup, tu peux En tout cas, expliquer. moi, je ne comprends pas vraiment. Paul, est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu comprends ceci? Oui, d'abord, on initialise i à 0, donc on incrémente à 0 au début. Mhm. Aussi longtemps que dans la liste, i sera strictement positif.
on va imprimer la valeur de i correspondant dans la liste. Et puis, on passe à la valeur suivante, on incrémente. Et jusqu'à ce que cette condition ne sera plus respectée, c'est là que la boucle va cesser de fonctionner. Exactement. Donc là, s'arrêter. Un moment, je mets le truc. Là, c'est s'arrêter lorsque cette condition n'est plus respectée. En fait, bon, déjà, je fais pour voir si ça marche bien, ça s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que on doit se promener dans une liste et comme on l'a vu quand on étudiait les listes, une liste commence toujours par la position 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va dire, c'est notre valeur i qui va se promener dans la liste en fait. On dit donc i égale 0. Maintenant, on fait transaction 0. Est-ce que transaction 0 est supérieure à 0? Transaction 0 vaut 2000, oui. On affiche transaction 0 et on passe maintenant à la position 1. Comment passer à la position 1? I valait 0. Pour passer à la position suivante, on ajoute 1 à l'indice de i. Ça fait i égale à 1. On revient là. Est-ce que transaction 1 est supérieure à 0? Oui, 250. On affiche 125, pardon. On affiche 125 et on passe à la prochaine valeur de i qui vaut 2. I égale à 2. Est-ce que transaction i supérieure à 0? Non, parce que nous avons moins 400. On s'arrête. Je ne sais pas si Didier, là, c'est clair. Oui, je comprends, c'est clair, mais de toutes les façons, la condition... Ok, je vois. En fait, ouais, toujours, vu qu'on se promène dans une liste et qu'on veut se promener en se servant de l'indice, pour se promener dans les listes, on utilise les indices. Il faudra toujours commencer par i égale 0, la toute première position de notre liste. Maintenant, quand on va de la toute première position de notre liste, on dit OK. Est-ce que l'élément à la première position de notre liste est positif? Est positif. Cet élément est positif. OK, on l'affiche et on passe à la position suivante. Est-ce que l'élément à la position suivante est positif? Oui, on l'affiche. On passe à la position suivante. Et après, on retrouve qu'on est bloqué. Ce qui fait que, en théorie, voici à quoi ça aurait ressemblé. On aurait pu faire comme ceci. Transaction 0 supérieur à 0. Oui. Ensuite, transaction 1 supérieur à 0. Oui. Après, transaction 2 supérieur à 0. Non. Stop. Ouais, c'est un peu comme ceci. C'est un peu comme ceci qu'on aurait pu faire. Et quand on fait ceci, on se rend compte que on doit se promener dans ces indices jusqu'à ce que cette condition-ci ne soit plus valide. Et c'est exactement ce qu'on fait en fait. Cette partie, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici. Et le fait qu'on passe de 0, 1, 2, c'est ce qu'on fait là, jusqu'à ce qu'on s'arrête. Là, c'est un peu plus clair. Yes. Ouais. Maintenant, bon, on va faire un autre exo. Ouais. Ici, nous avons encore la même liste des dépenses, la même liste des transactions. Maintenant, l'objectif de cet exo, c'est d'afficher les montants négatifs de la liste. Donc, on dit écrire un programme en Python qui parcourt une liste d'activités bancaires et afficher les montants négatifs. Généralement, quand on a un exo, quand on dit déjà parcourir, c'est qu'il s'agit d'une liste. Maintenant, il y a deux choses qu'on doit essayer de savoir. De un,
est-ce qu'on doit faire une boucle for ou une boucle while? De deux, quelle est la condition d'arrêt? Donc là, ce sont les deux éléments qu'il faut trouver. Déjà, en lisant ceci, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une boucle for ou d'une boucle while? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'il s'agit d'une boucle while, hein, Pourquoi une boucle while? parce que, en fait, un peu comme tu as expliqué plus haut là, chaque fois quand ce sera positif, quand ce sera négatif, ça va afficher et dès que ça va arriver sur positif, ça va s'arrêter, quoi. En fait, ici, ça parcourt toute la liste, ça affiche juste les éléments négatifs. Aïe, 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 oh, non, 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 c'est que c'est fort, parce que ça, si ça doit parcourir toute la liste, pour pouvoir afficher seulement les éléments négatifs, c'est que c'est fort. Parce que oui, Voilà. justement, parce que ça, avec for, ça doit parcourir toute la liste avant, alors qu'avec while, dès que ça tombe sur, euh, par exemple, ici, si on utilise while, dès que ça va arriver, par exemple, sur moins 400, ça Ça va s'arrêter. s'arrête. Non, en fait, dès que ça va m'arriver sur 2000, ça va s'arrêter parce que c'est tombé sur un truc négatif. Il n'y a pas encore de positif, quoi. Il n'y a pas encore de négatif, pardon. Donc, justement, là, ici, vu qu'on doit se promener sur toute la liste, on peut aller avec une boucle for. Oh. Maintenant, comment est-ce que vous ferez ceci? Qu'est-ce que vous allez écrire comme instruction? Comment est-ce que vous allez le faire? Euh, Cédric, un instant. Moi, je suis en train de réfléchir comment Mhm, utiliser while m'a posé des conditions qui peuvent permettre uniquement d'afficher le quoi? Le montant négatif, mais en utilisant while. mhm. Essayer de poser des conditions, parce qu'ici, c'est en termes de conditions. Bon, je suis en train de réfléchir d'abord comment je peux poser certaines conditions en voyant cette liste et essayer uniquement d'afficher le montant négatif. Mhm. C'est vrai, avec while, on peut aussi, on peut aussi faire il y a aussi une solution. Il y a un truc, en fait, que si vous avez noté, parce qu'ici, on veut afficher uniquement les montants négatifs, mais pas les montants positifs. Vous avez une idée comment faire pour afficher certaines informations et pas d'autres? On l'a vu tout à l'heure, on ne s'est pas trop attardé dessus. Oui, justement, on va utiliser des conditions dans la boucle for. Mhm. Et quelle est C'est-à-dire, l'instruction qu'on utilise pour ça? oui, donc l'instruction if, Voilà l'instruction if, if. else. Exactement. Euh, Du donc, on coup, continue à réfléchir. Donc, on a la boucle for. Et maintenant, à l'intérieur de cette boucle for-là, on va faire des tests de conditions. je pense ça y OK. après. Fais juste ça, après vous allez me dire, je vous laisse remplir. Déjà, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Vous allez voir que généralement, c'est le truc qui est les books, c'est très souvent le même principe partout. Vous avez une idée? Combien de fois est-ce qu'on doit itérer? Combien de fois est-ce qu'on doit se promener sur cette liste déjà? Cette fois, 7 fois.
3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 fois, en fait, disons 8 fois la taille de la liste. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on prend la taille de la liste? Quelle est l'instruction? On va faire len transaction. Exactement. Maintenant qu'on sait ça, du coup, qu'est-ce qu'on met ici? 8. Pas 8. Il faut, comme il faut toujours mettre une liste là-bas, ici. Transaction. Pas exactement ça. C'est un truc qui ne sert à rien, comme je disais tout à l'heure, qui sert juste à se promener. Une idée. Là, c'est déjà bon. Déjà, avec ceci, si j'affiche là, déjà, vous voyez, si j'affiche ça, j'ai déjà 8. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous pouvez suggérer de mettre? Des idées? Je commence par R. Une idée par rapport à ceci. Le range. Exactement, range de nombre d'opérations. Du coup, déjà aussi pour vous aider à voir un peu ceci. Donc là, on va progressivement. Ouais, range de nombre d'opérations. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a déjà ça. Comme j'ai dit ici, on met n'importe quelle valeur. Bon, on ne met pas n'importe quelle valeur normalement. Bon, ouais. De toutes les façons, les valeurs de range vont venir ici. Donc, des fois, i sera égal à 1, i sera égal à 2, i sera égal à 3. Maintenant, quelle est la condition? L'exercice dit afficher les montants négatifs. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on doit mettre pour s'assurer que, bon, là, on est sur une valeur négative? Des idées? Juste pour vous aider encore ici, j'affiche juste là. I égale. Ouais, là, on a i égale 0, i égale 1, i égale 2, ainsi de suite. Et on peut faire ça aussi. Bon, là, j'affiche ça juste pour vous aider. Voilà. Vous voyez, on a les différentes valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de if? Quelqu'un veut se jeter à l'eau? Jusque-là, vous avez bien avancé. Il y a maintenant juste un petit détail pour la condition et ça devrait être bon. Une idée? Je pense qu'il faut juste, en fait, on va dire if transaction i supérieure à 0. Qu'est-ce qu'on fait si c'est supérieur à 0? Si c'est non, 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 si c'est inférieur à 0, il faut prendre inférieur à 0 d'abord. On affiche, on print. Du coup, je fais une fois ça, je prends une fois ça. Ouais.
Et Et quand else, qu'est-ce qu'on fait dans else? euh, transaction supérieure à 0. Et c'est ça, le else, en fait, soit Bon, directement. else, ça veut dire le contraire, oui, s'arrêter, quoi. Donc, Voilà. Et le bon côté, en fait, quand il n'y a rien à faire dans else, on n'affiche pas juste. Du coup, ouais, c'est ça. Donc, à chaque fois que transaction de i sera inférieure à 0, on va l'afficher, on va les afficher. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Et tout à l'heure, on parlait de le faire avec la condition while. C'est aussi possible dans la mesure où, dans la condition while, il faut trouver la condition terminale. Ce qui est intéressant avec le for, c'est que c'est direct. Mais ici, vu qu'on voudrait se promener dans toute la liste, ça veut dire que la condition qui doit être imposée dans le while, c'est le fait d'arriver à la fin de la liste. Donc, ce sera quelque chose du genre. Je vais écrire, après, je vais vous expliquer. While i inférieur à... Bon, juste ça, pareil. Le if, c'est la même chose. Que après, hors du if, on a i égale à i plus 1. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que while i inférieur à 0, ça veut dire tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la liste, on teste. Est-ce que la transaction à l'élément i inférieur à 0? Si c'est le cas, l'afficher. Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien. Mais comme vous voyez, le i égale à i plus 1 est au même niveau que if. Parce que si vous faites comme ça ne va pas marcher. Ça va planter la machine parce que tout ce qui est à l'intérieur du if s'exécute seulement si if est vérifié. Or, quand on fait comme ça, juste pour vous faire voir, i sera toujours égal à 0. Et si je n'arrête pas, ma machine va planter. Donc, ouais, i est toujours égal à 0 parce que cette opération-ci ne va jamais s'exécuter vu que c'est à l'intérieur de ce if. Donc, on aura i égale à 0. Est-ce que transaction 0 est inférieure à 0? Non. Est-ce que transaction 0 est inférieure à 0? Non. Est-ce que transaction 0 est inférieure à 0? Non. Et vu que i ne change pas, ça va tourner indéfiniment, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire sortir du bloc d'instruction if, mais rester dans le bloc d'instruction while. C'est pour ça qu'on aligne avec ceci. C'est là, vous voyez ça. Donc, on a i0, i1, i2. Au moment, lorsque i égale à 2, on a une valeur négative. Ensuite, i3, i4, i5, i6. Lorsque i égale à 6, on a une valeur négative. Ainsi de suite. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non, un instant. C'est bon, mais parce que je m'étais intéressé dans Why. Je voulais intérioriser ça un peu. Mhm. Du coup, si vous avez n'importe quelle question, il faut poser parce que au final, ce sont les mêmes principes qu'on va utiliser partout. Comme vous avez vu dans if, je me promène dans toute une liste jusqu'à la fin. Dans while, j'essaye d'abord de trouver ma condition terminale. Dans ce cas, vu qu'on doit on doit se promener dans toute la liste et afficher toutes les valeurs négatives, ma condition terminale, c'est que tant que l'indice avec lequel je me promène dans la liste, avec lequel je me promène dans la liste est inférieur au nombre total d'éléments dans la liste, ça veut dire que je dois continuer. Et là, j'affiche ceci, quoi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ah, ici, vraiment, je suis un peu perdu lorsque on dit i égale à i plus 1.
mais ça ne prend que des valeurs négatives. Au moment où I plus 1, dans I plus 1, il y a aussi des valeurs positives. Quand En on fait, prend I plus 1, on a aussi des valeurs positives. exactement, ce qui se passe, c'est que les valeurs négatives se trouvent dans la liste transactions. Un moment, je mets juste là. Ce qui se passe, c'est que ici, en fait, I va prendre les valeurs de 0, 1, 2, 3, 4, qui sont juste les positions de ces valeurs. Donc, I va juste me donner la position de ces valeurs en gros. Si je fais comme ça, correspond à ceci. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bon, en fait, I représente ces différentes valeurs, ce qui fait que maintenant, ce que l'on veut, c'est que I soit inférieur à 8 parce que 8, c'est la taille de cette liste. Ce qui fait que I sera toujours positif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste essayer d'afficher. Je vais mettre beaucoup de print pour montrer en détail ce qui se passe. Je fais comme ceci. Exécute. Donc, en gros, là, au début, on dit I égale 0. Est-ce que 0 est inférieur à un nombre d'opérations? Là, je fais print juste là. Ça, c'est juste pour que vous voyez bien un nombre d'opérations égal. Donc, I égale à 0. Est-ce que 0 est inférieur au nombre inférieur à 8? Oui, parce que le nombre d'opérations vaut 8. Du coup, on vient dans là-dedans. Transaction de I vaut combien? Ça vaut 2000. Est-ce que 2000 est inférieur à 0? Non. Du coup, on n'affiche pas ça. On vient dans là. I qui est égal à 0. On va ajouter 1 à I. Ça fait que maintenant, le I final est égal à son ancienne valeur qui était 0 plus 1, qui donne 1. On vient dans là. I égale à 1. Est-ce que 1 est inférieur à 8? Oui. Maintenant, transaction de 1, c'est 125. Est-ce que 125 est inférieur à 0? Non. On saute la partie ici. Et I qui est égal à 1, on ajoute 1 à cette valeur, ça fait 2. On revient là. Est-ce que 2 est inférieur à un nombre d'opérations qui est égal à 8? Oui. Donc, on peut continuer. Est-ce que transaction de 2 est négative? Oui, parce que transaction de 2, c'est moins 400. Moins 400 est inférieur à 0. Du coup, on affiche valeur négative trouvée. Transaction de 2 égale moins 400. On continue maintenant. I qui est égal à 2, on rajoute 1, ça fait 3. On vient, est-ce que 3 est inférieur à 8? Oui. Est-ce que transaction de 3 est inférieure à 0? Non. On vient, I passe à la valeur 4, donc ça fait 3 plus 1 égale 4. On continue à itérer jusqu'à ce que quand I devient 8, transaction de 8 inférieure à 0, de 6, pardon, inférieure à 0. Oui, on l'affiche. Quand I devient 7, est-ce que 7 est inférieur à 8? Oui, on continue. Maintenant, I va être égal à 7 plus 1, qui vaut 8. Est-ce que 8 est inférieur à 8? Non, ça s'arrête. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne la boucle while. C'est très bien compris. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit sur while ou for? OK, j'imagine que
Là, c'est bon. Du coup, j'avais préparé un autre exo ici avant d'arriver aux listes. Cet exo-ci, c'est un peu... Je trouve cet exo intéressant. Ça fait appel à beaucoup de notions, aux notions des listes, rajouter des valeurs dans des listes, et ainsi de suite. Je me dis, est-ce que vous voulez plutôt revisiter encore plus, faire encore plus des exercices simples avec des why et for, ou bien vous voulez avancer, faire des trucs plus compliqués? Parce que je me dis, peut-être il faudrait faire des trucs simples beaucoup de fois. S'il le faut, faudrait peut-être qu'on revisite les boucles for et while pendant un bon moment pour que vous puissiez bien assimiler cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'après moi, c'est vraiment important et intéressant de faire beaucoup d'exercices sur le boucle for et while. Je peux imaginer que la suite sera basée sur la compréhension de ce boucle. Donc, pour moi, c'est mieux de faire beaucoup d'exercices sur for et while. Exactement, c'est ce que je pense aussi parce que c'est très important. En fait, c'est pas difficile. C'est vrai qu'au début, ça embrouille un peu parce qu'il faut comprendre le i, comprendre les conditions et tout ça, mais à la fin, comme dans tous les problèmes que vous allez rencontrer, le principe reste le même. Le principe est toujours le même. De trouver, dans le cas des why, la condition d'arrêt et comment naviguer au sein de la liste. Dans le cas des for, il faut juste trouver sur quoi naviguer. Et là, on est bon. Du coup, là, je suis en train de chercher un exercice pas du centre. J'avais ouvert la page de cet exercice. Ouais, voici un exercice simple et intéressant en fait. On peut essayer celui-ci. Donc, je mets là. On dit écrire un programme pour afficher tous les nombres entiers naturels de 1 à n en utilisant la boucle for et while. Donc, là, je mets juste un exemple. Donc, ça veut dire que si n est égal à 5, on va avoir comme résultat 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les valeurs qui doivent être affichées. On commence. En se servant de la boucle for, comment est-ce qu'on ferait ceci? Qui veut se lancer? Je crois qu'on va mettre i égale 0. Là, tu dis, on met i égale 0. Ouais. For i For i in, in range. Attends, je mets peut-être n peut-être égal in range. Ouais. In range. C'est 1, 2, 3. In range 4. C'est range combien? Là, c'est juste un exemple. Ça peut être n'importe quoi. Oui, oui. Un moment, juste, je ne vais pas vous montrer. Je vais juste faire ouais, input. Ouais, je vais vous montrer ça plus tard. Mais bon, ça va. In range. Oui, range, on peut mettre range 4 ou bien 5. Ou bien n. Parce qu'ici, N. c'est n la variable. Oui, oui, range n, voilà, range n. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Print. Print de Non, quoi? non, non, attends, for print. Print n, print. Yeah, print n. Print n. Mhm.
On essaye. Tu vois, ça fait 5, 5, 5, 5, 5. Tu vois? Range. Il y a une petite subtilité. Tu y es presque, en fait. Qu'est-ce qui varie dans toute l'opération? Est-ce que c'est n qui varie? C'est I, range I donc. Non, non, attends, I égale, c'est I dans N, oui. Non, c'est I plus 1, pardon. Non, en fait, tu y es presque. Il manque juste un dernier truc qui c'est bon. Parce que n reste fixe. Oui, oui, Tu es bien c'est... ici. Là, c'est bon. En fait, toutes ces parties sont bonnes. Maintenant, c'est OK. juste là qu'il y a un petit truc à changer. N, Tu dis, maman, ça c'est quoi? Ils lui disent là, il faut garder. En fait, là, c'est I. En fait, tu vois. Tu as compris ce qui se passe? oui, oui, oui. Oui, oui. Mais je crois que j'ai dit I, tu as dit non. Ah, c'est que c'est désolé, c'est que c'est ma faute, désolé. Et maintenant, en fait, ici, comme ils ont dit affiché de 1 à 5, comme je dis range, ça commence de 0 à n-1. Ici, vous devez faire de 1 à n plus 1. Normalement, n plus 1. Peut si vous faites de 1 à n, ça va s'arrêter à... 4. Ouais. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On fait un peu ça. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ce input, en fait. Input, c'est une manière d'insérer des valeurs automatiquement en Python. Là, au lieu de saisir 5, ici, si je mets 10, par exemple, je tape Entrée. Ça va aller jusqu'à 10. Si j'exécute encore, je mets 7. Ça va jusqu'à 7. En fait, ce input va récupérer la valeur que j'ai insérée là, passer à C'est 1. avec le clavier. Ouais, ouais. Donc, ça permet, c'est faire, je ne sais pas, 3. Un peu ça. Mais oui, c'est comme ça que ça va marcher pour la boucle for. Maintenant, pour la boucle while, comment on fait? En fait, en passant, pour la boucle for, cette opération forcément n'est pas trop nécessaire parce que range va déjà se charger d'attribuer des valeurs à i. Du coup, parce que range va mettre toutes ces valeurs à chaque fois les valeurs une à une dans i. Comme ça passe aussi. Mais là, c'est juste parce que range verse ces valeurs dans i, en fait. Donc là, ici, est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, je peux tenter de réfléchir à haute voix. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, donc n égale int input. Donc pour récupérer la valeur de n au clavier. Ouais, Et donc copier-coller. Mhm. Voilà. Une fois qu'on a le n ici, while n inférieur, while n inférieur à n. Ici, Non, while n inférieur à while n inférieur à 0. Aussi longtemps que n est inférieur à 0, voilà. Print n. c'est ça, on essaye ça. Oui, on essaye. Là, je mets n égale 2. On affiche parce qu'en fait, Oui, n n'est pas il fallait maintenant. infini. Oui, vous descendez, n plus, vous descendez. Non, avant print. Donc, avant print. Oui. Oui, n égale n plus 1. Voilà. On tente maintenant. Là,
En fait, il y aura un problème parce que ici, vous avez dit n inférieur à 0. Or, si on est entre une valeur positive, ça va faire, est-ce que 3 inférieur à 0? Non. Ça C'est va ce pas. que j'allais dire même. La condition du départ n'était pas bonne. L'idée est là. Après, maintenant, faut La soustraire revêtir. d'autres variables. Pardon? Oui, on réfléchit, on continue de réfléchir. Oui, oui, on essaie. Si vous avez des idées, il faut seulement donner, là, on teste jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Mais le principe est déjà là. Maintenant, il faut comprendre quelle est la condition et comment faire varier une valeur. Pour vous aider, vous pouvez vous baser de l'exemple fort. Voilà. Des idées, qui veut essayer quelque chose d'autre? Dites seulement, on essaye. Pour vous aider, il y a ça. Du coup, qui continue. Si n et i égale 0, donc y, on va dire y, On va faire ça. Y, mhm, is- donc pour aller donc y is, en fait, je mets même 1 parce qu'on a dit de 1 à oui, oui. Y is Là, maintenant, il faut voir, on doit afficher jusqu'à quel niveau, à quel moment on s'arrête. En fait, essayons un truc. Si n égale à 3, qu'est-ce qu'on doit afficher? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du coup, à quel moment on s'arrête? On arrive à i, Lorsqu'on arrive à n, quoi. à n, oui, oui. Voilà. Et comment est-ce qu'on va donc traduire? Vous savez que quelle doit être la comparaison entre i et n pour que ça s'arrête? Supérieur à n. Oui, ou N. égal. Bon, on Non, pas essaie là. supérieur à n, oui, supérieur à n. Mais on n'a pas défini n. N, c'est Non, ici. n, on l'a au clavier. Ah, ok, n, ok, qu'est-ce que je veux? I, pour Maintenant, i supérieur, supérieur, maintenant, cette ah, partie-ci. inférieur ou égal? C'est inférieur ou égal à n. Inférieur ou égal à n. Mhm. Maintenant, oui, oui. Ici, on incrémente donc i égale à i plus 1. Ouais. Et qu'est-ce qu'on affiche ici? On affiche le i. print i. Et, OK, on essaye. Je fais i égale à 4. Ouais. Ça commence à 2. Pourquoi est-ce que ça commence à 2? Il y a juste une petite subtilité. Tout est bon. Il y a I égale à 1. Attends, tu as mis i égale à 1. Ensuite, tu as dit i est inférieur ou égal. Tu as mis quoi? Tu as mis En fait, essayez de jouer. I égale à 1. Maintenant, I c'est 1. Est-ce que 1 est inférieur à 4 ici? Oui.
Du coup, que va faire cette opération? Ça fait 1 plus 1. Ça fait 2. Du coup, Il va imprimer 2. OK. Oui, vous voyez le problème. oui, oui, il faut commencer à... En fait, c'est juste inverser les deux opérations. Vous voyez un peu. Oui. Parce qu'en faisant comme ça va incrémenter I avant de l'afficher. Alors que quand on fait ceci, ça l'affiche avant d'incrémenter. Vous avez compris la différence? Clair. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Ça veut donc dire que quand tu mets par exemple I égale I plus 1, Mhm. OK. Donc, en fait, il a print. Et ensuite, donc, ici, ça veut dire que le truc fait des opérations sans qu'on ne lui demande d'afficher. Oui, en fait, quand vous faites comme ça veut dire qu'il va d'abord faire cette opération avant d'afficher. Avant d'afficher. Oui, oui. Du coup, il va passer à 2 avant d'afficher. Alors que comme ça veut dire affiche et tu fais l'opération Et affiche. tu ajoutes encore, tu ajoutes un. Oui, oui. Et c'est préférable de faire comme ça dans les boucles while. Vous faites d'abord tout ce que vous avez à faire, toutes les instructions, et à la fin, maintenant, vous incrémentez. Comme ça vous assure que... Mais pourquoi est-ce que la première fois, ça ne fait pas toujours 2? Parce que supposons que la première fois, il a affiché 1, il va faire 1 plus 1 toujours, après avoir affiché I égale à 1. Ouais, il affiche I égale à 1, il fait 1 plus 1, ça passe à 2. C'est pour ça que la prochaine fois, il va afficher I égale à 2 avant de faire maintenant 2 Ah, plus donc la 1. première fois, il fait I, il fait juste print I, il fait juste print I. C'est la Voilà. deuxième fois maintenant qu'il fait, quand il print I, il fait I plus 1. Ouais, en fait, Troisième fois, I plus 2 plus ainsi de suite. ouais. OK. Donc, il exécute les instructions en ordre, quoi. Il va d'abord faire ceci, après il va faire ça. OK. Ensuite, il va faire ceci et il va encore faire ça. Ce qui fait OK. que si ce bloc est avant celui-ci, non, j'ai dérangé. Un moment, j'ai dérangé. Donc, si ce bloc passe avant celui-ci, ça casse. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu ça. Là, bon, parce que là, il est presque 20 heures, mais il faut vraiment qu'on fasse pas mal d'exercices. Si vous avez le temps, vous essayez de revoir, de lire le cours en fait et de revoir ces exos comme ça. Je vais voir ce week-end si je parviens à me libérer. Je me joins à vous comme ça, on pourra un peu voir les exos, mais je me dis, faudrait qu'on fasse beaucoup d'exos là-dessus. Mais comme vous avez vu, en fait, c'est le même principe. Ouais. Dans la boucle for, on a toujours un range quelque part ici. Après, on fait des opérations. Dans la boucle while, on trouve un critère. On a très souvent, la plupart du temps, on aura un i qui va traîner quelque part là-dedans. On trouve le critère d'arrêt, on fait nos opérations et on incrémente le i. Il faut juste faire beaucoup d'exercices jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et ça, c'est l'un des outils les plus importants en programmation, mais ce n'est pas difficile, c'est juste, ça demande de la pratique, quoi. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions? Didier, vous avez des questions? C'est suffisant bien. Non, ça va. Ça va quand D'accord. Et donc, du coup, bon, je vais donc même. vous envoyer. Comme Pardon? vous avez dit, il faut beaucoup d'exercices pour essayer d'être flexible, quoi. Surtout pour for et while, parce que Oui, c'est très important. effectivement. Et vous verrez ça dans tous les langages de programmation. OK. Euh, D'accord. bon, on va s'arrêter là. Après, bon,
les exos, j'enverrai sont toujours les mêmes exos, de faire ces exos de 1 à 7, en fait. Je trouve que ce sont de bons exos pour commencer. À partir de l'exo 8, ça devient un peu compliqué, mais déjà de l'exo 1 à 7, juste pour bien comprendre les bases, je pense que ça devrait être bon, quoi. OK, D'accord. Je pense que ça super. peut être bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu peux me repasser la main, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. OK, chers amis, merci beaucoup pour votre attention ce soir. Donc, je vais tout à l'heure mettre la vidéo sur YouTube et vous envoyer le lien pour que vous puissiez pratiquer et on va se retrouver demain soir pour ceux qui veulent faire. S'il y a des gens qui veulent faire QTS, on va se retrouver demain soir. OK? Yes. D'accord. Bonne soirée à tous. Merci.